Ruiner les Régulus de sa non-résistance. Face aux ombres, ils brandissent leur science, Sharingan dans leurs yeux. Ils voient au-delà, Genjutsu comme arme, pour briser les faux pas. Fennec algérien, long de la classe, berbères en lutte, leur courage sans trace. Méthode RR, stratégie affûtée, contre l'obscurantisme, ils restent éveillés. Face aux armées musulmanes, les berbères se dressent contre les savants orthodoxes. Ils manifestent les traditions prophétiques. Ils remettent en question les tafsirs du Coran, source de réflexion. Fennec algérien, long de la classe, berbères en lutte, leur courage sans place. Méthode RR, stratégie affûtée, contre l'obscurantisme, ils restent éveillés. Fennec algérien, long de la classe, berbères en lutte, leur courage sans tasse. Méthode RR, stratégie affûtée, contre l'obscurantisme, ils restent éveillés. Fennec un persan, ils discernent la vérité. Dans les livres de jurisprudence, ils ont fouillé. Chroniques historiques aux anecdotes sombres, théologies absurdes, ils les désencombrent. Fennec algérien, long de la classe, berbères en lutte, leur courage sans tasse. Méthode RR, stratégie affûtée, contre l'obscurantisme, ils restent éveillés. Regarde personne, ils discernent la vérité. Dans les livres de jurisprudence, ils ont fouillé. Chroniques historiques aux anecdotes sombres, théologie absurde, ils les désencombrent, ils les désencombrent. Les Régulus, héros de la liberté, leur combat résonne, leur lumière va briller au cœur de la classe, dans les vents du désert, la résistance berbère jamais ne s'égare. Salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai eu l'idée, l'initiative de regarder une petite vidéo avec vous. Voilà, et on va la commenter ensemble car la problématique, la thématique proposée, le sujet abordé m'avait l'air pertinent. Enfin, en tout cas, dans l'esprit de la chaîne. Allez, c'est parti, on y va. Commentaires que je reçois presque systématiquement sous les vidéos dans lesquelles je parle de l'islamophobie, de la situation difficile des musulmans en France ou dans le monde occidental en général. Et c'est quoi ce commentaire? C'est le commentaire qui dit en gros, tout ça c'est parce qu'on n'est pas unis. Hein, il y a la désunion dans les rangs des musulmans. Si on était unis, tout ça ne nous arriverait pas. Alors je comprends l'idée qu'il y a derrière ce type de commentaire, mais je pense qu'il pose problème et c'est de ça dont je veux vous parler dans cette vidéo. Alors première chose, je pense que le commentaire on devrait être unis prend le problème un petit peu à l'envers. Vous connaissez sans doute le dicton qui dit avec des si on mettrait Paris en bouteille, avec des si on était unis on parviendrait à faire telle ou telle chose, on ne fait pas vraiment avancer la situation. De la même façon que si je disais si on avait un califat musulman et une armée et des universités brillantes et une économie florissante, etc., alors la communauté musulmane ne vivrait pas ce qu'elle vit aujourd'hui. Alors, je caricature peut-être un petit peu le propos, mais je pense qu'il y a un vrai problème fondamental dans ce vœu pieux, un petit peu de dire si on était unis, tout simplement parce que l'union n'est pas le résultat d'un souhait. L'union ne vient pas du fait que l'on a convaincu toute la communauté que si on était unis, on parviendrait à accomplir de grandes choses parce que cela, tout le monde est convaincu de cela. Tous les interlocuteurs de bonne foi, tous les interlocuteurs honnêtes, et en principe, on veut travailler avec des gens qui sont honnêtes et de bonne foi, tous sont d'accord que si on était unis, on parviendrait à faire de grandes choses. Alors pourquoi ça ne marche pas? Déjà pour une raison simple. Imaginez qu'on prenne la personne qui tapote sur son clavier
Si on était unis, on parviendrait à faire de grandes choses. Et imaginez qu'on soumette à cette personne un projet, une vision, et que cette personne n'est pas d'accord avec ce projet ou cette vision pour la communauté musulmane en France ou dans le monde occidental. Ben, cette personne, qui pourtant prétend qu'il faut s'unir, n'accepterait pas de rejoindre ce projet. Et donc, en fait, la personne qui prétend qu'il faut s'unir, elle-même serait un acteur de désunion, tout simplement parce que ça fait partie de la nature humaine que d'avoir des perspectives différentes sur le monde, sur la vie, et ça n'implique pas forcément d'être quelqu'un qui sabote les efforts de la communauté musulmane, c'est juste qu'il faut prendre en considération le fait que nous n'ayons pas la même vision des choses. Et l'autre souci avec il faudrait qu'on soit unis, c'est le fait que les processus d'union sont justement paradoxalement très conflictuels. On s'unit rarement parce qu'on a convaincu les autres des bienfaits de l'union, mais on s'unit parce que généralement, il y a un camp, un courant, une vision qui a réussi à s'imposer parmi d'autres de plein de manières différentes, en s'accaparant des ressources qui sont importantes, en engrangeant des victoires qui sont convaincantes. Bref, il y a derrière le processus d'union, finalement, quelque chose qui relève de la lutte politique. Le camp qui réussit à unir les autres va devoir passer par une phase où il va s'affirmer face aux autres et éventuellement écarter certains camps, écarter certaines visions dans un processus qui peut être très conflictuel. Donc, Voilà, ça c'est désolé, j'ai laissé 3 minutes passer, mais j'allais pas le couper, à chaque phrase, là pour le coup, il a exprimé un premier point, très, très intéressant. Déjà, le facteur individuel. C'est-à-dire que quand on prétend à après je vous expliquer d'ailleurs pourquoi est-ce que j'ai réagi à cette vidéo. Mais faisant la critique de la vidéo, quand je dis la critique, c'est pas forcément quelque chose de péjoratif ou de négatif envers la personne ou même son discours. Je peux même d'ailleurs même le rejoindre. D'ailleurs là, dans ce que je veux dire, je vais le rejoindre. Effectivement, oui, on a la composante individuelle et personnelle qui fait que, on a un avis, subjectif sur certains points, que ça soit des points doctrinaux, juridiques, théologiques et cetera, politiques d'ailleurs, qui font ou idéologiques en général, qui font que, la l'union est rendue difficile. Parce que chacun a son propre bagage intellectuel, son propre bagage, social, émotionnel, familial, qu'il incarne. Dans son discours, dans son comportement, dans sa pensée et on peut pas lui demander comme ça de se dissoudre, dans un tout, conforme, et voilà et monolithique. Le problème, c'est que l'union implique malheureusement une démarche, d'unité qui implique secondairement une potentielle uniformité. En tout cas, c'est l'un des risques ou l'un des travers ou l'une des dérives qui arrivent souvent, à des mouvements politiques ou à des mouvements, idéologiques, philosophiques, qui se subdivisent en plusieurs courants, par exemple, pour, comme il le dit, réussir à s'unir, la faction, si on veut, ou le groupe dominant va absorber, va phagocyter, les groupes, divergents et c'est sur ça que je voulais revenir en vérité, c'est la notion d'orthodoxie et d'hétérodoxie. C'est-à-dire que lors de l'émergence d'un mouvement, on a ce qu'on appelle la phase de la cohésion fondatrice. Ça dans n'importe quel mouvement, hein, ça peut être un mouvement religieux, ça peut être un mouvement politique et cetera, même philosophique et tout. Il y a ce qu'on appelle la cohésion fondatrice. Au début, les gens s'entendent assez bien, parce qu'ils ont globalement une idée abstraite, de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils veulent pas, OK? Bon, maintenant, va commencer à apparaître au bout d'un certain moment ce qu'on appelle la différenciation interne. Voilà, donc les gens vont commencer à se battre, sur des notions sur lesquelles elles sont pas d'accord entre elles. Et c'est totalement humain, c'est normal, il va y avoir des désaccords idéologiques et ce c'est mais on retrouve ça dans beaucoup, beaucoup de mouvements de militantisme politique d'ailleurs, dans les mouvements féministes, dans les mouvements antiracistes, dans les mouvements, écologistes, et cetera, évidemment. Ensuite, va y avoir la phase de la politisation et du filtrage. En gros, il va y avoir des leaders qui vont émerger
des membres, secondaires à ces leaders, voilà, des bras droits et cetera et il va y avoir une sorte de filtration, dans le sens où ceux qui voudront pas s'aligner au groupe dominant vont être écartés. Voilà. Écartés du discours public, vont être écartés de la légitimité, de la crédibilité, hem et vont même ne plus pouvoir être attachés au mouvement, quelque part. Voilà, parce qu'ils sont en train de s'opposer à la maturation du mouvement qui implique cette phase de filtrage et de politisation. Là, je suis en train de vous parler vraiment de comment est-ce que les mouvements émergent et se développent, voire déclinent, voire se transforment au fur et à mesure du temps. C'est juste une analyse rétrospective, historico-sociologique et là, c'est totalement ce qu'il décrit. C'est totalement ce qu'il décrit et dans la religion, on peut appliquer ça sur les mouvements politiques, mais c'est plus pertinent quand on évoque ça dans le cadre, des courants et des doctrines religieuses. Il y a 2 concepts que je viens d'évoquer, c'est les concepts d'orthodoxie et d'hétérodoxie. C'est-à-dire qu'il va y avoir une bataille entre plusieurs courants de pensée qui vont chacune, voilà, prétendre détenir, la vérité ou détenir la pureté militante et dire, voilà, en vérité, c'est avec notre méthode, c'est avec notre, manière de penser qu'on arrivera à nos objectifs et à nos buts. Ou c'est avec notre vision des choses qu'on s'approchera de la vérité que l'on souhaite atteindre et incarner. Vous comprenez? Et bon, il y a tout un piège autour de ça, mais passons, on n'en est pas encore là. Et du coup, c'est typiquement la problématique qui est en train de d'évoquer, c'est qu'au final, l'orthodoxie va se mettre en place, non pas parce que c'est le courant qui a le plus raison, non, c'est le courant qui arrive à le mieux s'imposer et là, il y a nuance. Bon, je continue. L'union, même si le terme laisse entendre qu'on se met d'accord, avec bienveillance et gentillesse, c'est en fait un processus qui peut être, très violent, pas nécessairement par les armes évidemment, mais peut être très violent parce qu'il nécessite des luttes intestines qui sont presque incontournables. Un exemple que je pourrais citer pour vous faire comprendre un petit peu ce que je veux dire, c'est le mouvement ouvrier, au début du 19e siècle. À ce moment-là, il n'est pas encore vraiment constitué. Les différentes visions, les différents courants s'opposent et du coup sont désunis face aux grands patrons, face aux capitalistes. Et un certain Marx et un certain Engels vont publier des textes. Premièrement, un texte qu'on appelle la profession de foi, ensuite qui va devenir le manifeste du Parti communiste, dans lesquels ils vont établir un projet, un constat, une direction à prendre qui va s'opposer frontalement à d'autres visions qui vont qualifier péjorativement de socialistes utopiques pour faire prévaloir leur projet qu'ils qualifient de socialisme scientifique. Finalement, c'est leur camp qui va gagner après quelques décennies, mais ça s'est fait au prix de luttes intestines parfois très violentes. On a dans l'international communiste des prises de parole qui sont frontales, qui sont en désaccord complet, mais ce processus est tout à fait naturel. Et si je prends l'exemple ici du socialisme, j'aurais pu prendre énormément d'autres cas, et même des cas historiques liés à notre histoire de la civilisation islamique. Et ce, dès les débuts, dès les décennies qui ont suivi la mort de notre noble envoyé, Mohammed alayhi salatu wassalam. Et ce que je dis sur le mouvement ouvrier, sur la façon dont Marx et ensuite les marxistes ont réussi à imposer leur courant idéologique sur les autres et à imposer une espèce de front uni communiste, bah, montre un deuxième problème dans ceux qui disent il suffirait d'être unis ou ce qui nous arrive parce qu'on est désunis. Le deuxième problème, c'est quoi? C'est que proclamer qu'ensemble, on est plus fort, en fait, c'est une phrase qui veut tout dire et rien dire. Pour être ensemble, il faut partager quelques éléments communs qui sont importants. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, évidemment, mais s'il y a des désaccords sur des points fondamentaux, alors aucune union n'est envisageable. Par exemple, premier élément sur lequel il faut être à un minimum d'accord, c'est le constat, c'est-à-dire constater le problème. Quelle est la nature du problème? Est-ce qu'il y a véritablement un problème? Si je prends, je ne sais pas moi, un grand imam de Bordeaux, je parle évidemment de Tariq Oubrou. Selon Tariq Oubrou, le problème du rejet de l'islam par les institutions et par une partie de la population française, qui se traduit par le vote notamment des partis anti-musulmans, ça vient en grande partie des musulmans eux-mêmes, qui affichent trop ostentatoirement leur religion,
les hommes avec, je sais pas moi, le port de la barbe, les femmes avec leur jilbab et leur hijab, les revendications du halal dans les cantines, etc. Tout ça, ça peut expliquer le retour de bâton de la société française. Et donc la solution pour lui, c'est d'être plus discret. On pourrait dire de manière un peu caricaturale, il faut raser les murs. Et donc vous voyez que là, à la fois le constat et la solution de Tarek Oubrou sont de nature à crisper la plupart des autres musulmans qui ne seront pas d'accord. Donc quelle union pourrait-on envisager entre, par exemple, un Tarek Oubrou et des musulmans qui sont adhérents au CCIF, CCIE? Donc il y a plusieurs choses sur lesquelles il faut être d'accord, sur le constat, hein, le problème existe-t-il et de quelle nature il est. Ensuite, il faut faire un constat également des forces en présence, c'est-à-dire notre adversaire. Qui est-il? Quel est-il? Quelles sont ses forces? Quelles sont ses faiblesses? Et nous, comme musulmans, qui sommes-nous? Quelles sont nos forces? Quelles sont nos faiblesses? Et enfin, un troisième élément, et sans doute le plus important, c'est le projet, la direction à prendre. Et en fait, la réponse à une question fondamentale qui va vous paraître peut-être un peu naïve, mais que je vais expliquer. Cette question, c'est quelle est notre utopie? Alors, vous comprenez bien, et si vous avez suivi la vidéo jusqu'ici, je ne suis pas pour une démarche utopique, idéaliste, au contraire, plutôt pour une démarche pragmatique et concrète. Mais la question de quelle est votre utopie, c'est une question qui vise à avoir au minimum une certaine idée de la direction que l'on veut prendre et de la destination que l'on voudrait atteindre, même s'il est bien entendu que sur cette terre, il est impossible d'atteindre une situation idéale, utopique. Posez-vous la question. C'est une question importante. Ouais, ça, tout ce qu'il vient de dire maintenant, pour moi, c'est la même chose qu'on pourrait appliquer au mouvement des apostats. Enfin, c'est la même démarche rationnelle auquel il est en train de procéder, qu'on pourrait voilà, appliquer sur le mouvement des apostats. Pareil. Oh, vous savez ce que me dit souvent Ruyen? Il me dit: «Les apostats sont le miroir des allahistes. On est les 2 faces d'une même pièce». Bah oui, forcément, c'est logique puisqu'on a été d'anciens musulmans, donc on est quelque part, des voilà, les musulmans sont peut-être de futurs apostats et nous on est d'anciens musulmans. Il y a peut-être juste un rapport temporel entre les 2 et pas que. Mais du coup, on se construit quelque part en miroir. Parce que l'apostasie, c'est une démarche de rejet. C'est une démarche aussi, au-delà même du rejet, c'est une démarche aussi de scission, voilà, quelque part. C'est-à-dire je ne veux plus faire partie je ne veux plus adhérer à ce dogme, je ne veux plus à cette doctrine dogmatique qui comporte plusieurs dogmes. Je ne veux plus adhérer aux récits religieux. Je ne suis plus c'est une démarche aussi, l'apostasie pour moi, de je dirais pas de libération, enfin si certains le sentent enfin certains ressentent l'apostasie, là c'est purement subjectif pour le coup, comme une libération de certaines contraintes, d'un certain carcan idéologique, donné, ça s'entend et ça se comprend. Mais plus objectivement, moi je dirais que oui, c'est une scission communautaire et c'est un rejet idéologique, ça c'est sûr, on peut pas faire plus. Franchement, là, pour ceux qui diraient le contraire, je les attends, de pied ferme. Mais c'est aussi une manière de dire, oui, il y a quelque part une volonté militante dans ça, dans le sens où, l'apostat, je parle de celui qui apostasie et qui assumerait cette apostasie. Je parle pas de l'apostat qui fait semblant d'être musulman, hein, bien sûr, on m'entend bien. Moi, je prends la définition telle qu'elle est donnée par les juristes. C'est-à-dire que c'est la définition de celui qui renie sa religion publiquement, OK? Je parle pas de celui qui arrête de croire tout simplement. Voilà, lui, on peut pas le distinguer de d'un musulman, lambda, qui ne pratiquerait pas ou qui ne parle pas de religion H24 et cetera. Voilà et je vous ai déjà parlé de concept du musulman théologique, du musulman sociologique, du musulman orthodoxe, du musulman hétérodoxe. On va pas revenir dessus. En tout cas pas aujourd'hui, parce que ce serait un peu lent, mais les choses sont bien plus, étoffées et complexes que ce qu'on pourrait imaginer. OK? Bon, pour revenir à nos moutons, pour revenir à nos fennecs, ce qui se passe, c'est que l'apostat, voilà,
lui, dans une démarche de militantisme, dans le sens où il, arrête non pas il revendique une apostasie et c'est ça que ne veulent pas comprendre beaucoup de musulmans. L'apostat arrête de revendiquer une islamité. Vous comprenez la nuance ou pas? C'est comme, ceux qui distinguent, l'athéisme avec une croyance. Être athée n'est pas croire que Dieu n'existe pas. Tu vois? C'est être athée, c'est être dans la posture de: «Je n'ai pas de bonne raison de croire qu'il existe, donc je n'y crois pas». Voilà, et c'est pas: «Je crois qu'il n'existe pas», parce que là, on rentre effectivement dans une croyance et là, ce type ou cette catégorie d'athées, je pense qu'on les appelle les athées assertoriques, si je me trompe pas. Oui, eux, ils sont à part, mais l'athée, en tout cas, non assertorique, qui constitue, je pense, une grande majorité d'athées, qui sont plus des athées agnostiques, eux, sont dans cette démarche de: «Puisque je ne sais pas, donc je ne peux pas y croire». Parce que justement, il y a une notion de croire avec preuve ou croire avec, des raisons ou des pistes, tangibles, sur lesquelles je peux me baser rationnellement. Bon, ça se défend, bien que je puisse pas être forcément d'accord, mais ça se défend. En tout cas, on s'en fout, c'est pas de l'athéisme dont je voulais parler, c'est de l'apostasie. L'apostat dans la même, perspective, lui, il va juste dire: «Moi, je ne revendique pas d'être apostat en soi, je veux juste arrêter, qu'on m'assimile, qu'on me rattache, qu'on me racole, enfin recolle, en tout cas, qu'on me mélange à cette masse, uniforme, à cette masse, compacte qu'est la Oumma islamique». Voilà, je suis mon propre individu, j'ai ma propre, existence, voilà, je ne veux pas, continuer avec vous l'aventure quelque part croire en l'islam et peut échapper à l'enfer, aller au paradis. Je ne suis plus convaincu par ça. Il y a Hussam Ben Tabet, le sociologue qui a beaucoup travaillé sur l'apostasie, avait parlé de la notion de marché de la foi ou de marché de la religion. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que les religions comme, des fruits et légumes, dans un marché, sont disposés sur des étals et nous, en tant qu'êtres humains, on vient et on se sert et en fonction de nos besoins. Voilà. Donc en fonction de nos besoins nutritifs, on prend les légumes et les fruits donc qui nous sont nécessaires. Par exemple, si j'ai besoin de, je sais pas moi, de vitamine K, je vais prendre des avocats, des kiwis, des raisins, de la myrtille et cetera. Si j'ai besoin de vitamine C, je vais prendre, voilà, des oranges et cetera. Si j'ai besoin de vitamine D, je vais prendre de la carotte, voilà, on se comprend. Donc à partir de ce moment-là, on prend ce qui nous arrange aussi, mais ce dont on a besoin surtout, OK? Et l'islam, par exemple, quand un apostat se revendique, voilà, comme tel, il dit, «Je ne l'islam ne correspond plus à mes besoins». Après, les besoins sont de différentes natures. Il y a des besoins qui correspondent à des réponses rationnelles, puisque l'islam apporte des réponses rationnelles, ou en tout cas prétend y l'apporter, les apporter, quoi. En tout cas, on en est convaincu, quand on est religieux que ces réponses-là le sont. Bon, a posteriori, tu te dis que pas forcément ou pas du tout. Mais en tout cas, quand tu es dedans, tu te dis: «C'est sûr, c'est ça la réponse ou ce sont les réponses de mes questionnements existentiels ou autres». Et il y a aussi les besoins émotionnels, les besoins émotionnels à titre, voilà, individuel, mais pas que. Parce qu'individuellement, on peut se sentir, par exemple, seul, lésé, triste et cetera et la religion peut venir, combler ces besoins-là. Mais il y a aussi les besoins collectifs et communautaires. La religion permet de coaliser des gens.
autour d'un projet qui les dépasse et les mobiliser pour un certain nombre de temps, mobiliser leurs, capitaux financiers, leurs capitaux, intellectuels, leurs capitaux artistiques, et cetera, leur influence, sociale pour ceux qui ont des statuts sociaux dans la société très élevés qui peuvent justement permettre le développement de cette religion-là, et cetera, comme, je sais pas, être avocat, maire, médecin, voilà. Mais voilà, donc la religion n'est pas juste une foi, avec l'analogie que je vous ai donnée avec les fruits et légumes, c'est pas juste une pomme qu'on mange et qu'on jette, pas du tout. Ça va au-delà de ça. C'est vrai que l'apostasie, c'est une démarche, qui relève quelque part de l'exceptionnel. C'est pas à la portée de tout le monde, d'apostasier. Je parle vraiment de l'apostat théologique évidemment, parce que l'apostat sociologique ne fait pas la même démarche que l'apostat théologique. D'ailleurs Hossam Ben Tabet on a parlé aussi. Il a d'ailleurs c'est de lui que entre autres en partie que j'ai développé les 2 concepts de l'apostat théologique et sociologique. C'est qu'il y a justement l'apostat qui lui, a été anciennement musulman, très pratiquant ou très croyant, ne serait-ce, donc qui a plongé dans la doctrine, que ce soit dans sa partie jeune adulte ou dès son enfance. Ensuite, il y a l'apostat sociologique qui lui a vécu dans une famille musulmane, mais qui n'est pas forcément lui-même, très croyant ou très pratiquant. Voilà, et les 2 n'ont pas le même parcours de vie et n'ont pas forcément la même apostasie et les mêmes conséquences d'apostasie. Je parle à titre personnel parce que la peine de l'apostat ne change pas en fonction de si tu es apostat sociologique ou apostat théologique, et d'ailleurs j'ai fait un lapsus révélateur parce que c'était vers ça que je voulais arriver. Vous savez, de la même manière qu'il y a des musulmans théologiques et des musulmans sociologiques, excusez-moi, il y a pour moi des apostats théologiques et des apostats sociologiques. Parce que j'ai cherché à comprendre, quels étaient les facteurs ou les paramètres ou les causes de différenciation entre apostats. Bon, il y en a plein, hein, évidemment, il y en a plein. Quand les musulmans entre eux, ils se différencient par rapport à plein de sujets et par rapport à plein de facteurs, mais du coup, nous aussi. En parallèle, on est aussi divisés que les musulmans en vérité. Faut pas se mentir, faut pas se le cacher. Et j'arrête pas de parler, la vidéo elle est elle en est à ça va, on est à la moitié. Mais voilà, juste pour finir sur le propos, donc c'est intéressant de voir, comme il dit, donc qui sommes-nous? Qui entend en face? À quoi veut-on arriver? Quel est notre idéal? Et pour moi, se posent les problèmes. À partir de déjà se posent les gros problèmes rien qu'en posant ces questions. Vous comprenez ou pas? Alors j'ai essayé de déblayer un peu le couloir, mais il y a encore trop de poussière, si vous voyez ce que je veux dire. Toi qui regardes cette vidéo, quelle est ton utopie? Traduite dans, le sujet d'aujourd'hui qui est, ben, la communauté musulmane et les enjeux de l'union, la question donnerait la chose suivante. Quelle situation en France, quelle situation politique, sociale, culturelle serait l'horizon utopique tel que si on l'atteignait, on pourrait se dire, ben voilà, on a fait le job, on a atteint la situation qui est optimale, idéale. Et ça, c'est très important parce que s'il y a des divergences profondes sur cette utopie, il est difficile d'envisager une union. Là aussi, j'ai un exemple historique à donner, c'est celui de Malcolm X et de Martin Luther King. Alors, vous savez qu'ils avaient des oppositions. Ils avaient des oppositions sur la stratégie amenée déjà. Donc, un Martin Luther King avait plutôt une vision pacifiste de l'action politique, là où un Malcolm X avait son slogan By any means necessary, c'est-à-dire par tous les moyens nécessaires, sous-entendu, et les moyens violents quand on est confronté à la violence du système, à la violence de la police, à la violence de l'État. Vous avez ici des divergences stratégiques, mais à la rigueur, ce n'est pas le plus gros problème. Le plus gros problème, c'est cette fameuse utopie. Martin Luther King, vous savez, ce discours I have a dream, pour lui, la société utopique qu'il atteindrait, c'est une société dans laquelle on ne verrait même plus la différence entre les Noirs et les Blancs, où tout le monde serait intégré dans une communauté politique où il y a une égalité parfaite entre Blancs, Noirs, de toute religion, de toute ethnie, etc. Là où un Malcolm X avait une vision assez différente puisqu'il considérait que l'intégration n'était pas quelque chose de souhaitable. Il envisageait plutôt une société quelque part ségrégée où les Noirs auraient leur propre communauté
Alors vous imaginez bien que quand on a des utopies aussi différentes, un projet d'union est vraiment problématique. Alors ils ont été assassinés jeunes, donc on ne sait pas ce que ça aurait donné les années ultérieures, parce que, ça c'est pour la petite parenthèse, mais Martin Luther King penchait de plus en plus vers une vision politique où l'utilisation de la désobéissance civile un peu plus violente avait une place. Et Malcolm X aussi avait une vision un peu moins ségrégationniste. Et donc, on aurait pu imaginer une certaine convergence. Mais ça montre bien le point que j'essaye de défendre, à savoir qu'une union n'est envisageable que lorsque le projet, l'utopie, est au minimum partagé. Et enfin, il y a un troisième problème pour moi avec ces commentaires du type il suffirait de s'unir et on ferait de grandes choses. C'est qu'on oublie qu'il y a eu des initiatives dans la communauté musulmane qui ont abouti sur certains succès. Mais dans l'idée qu'il suffirait d'être unis, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'optimisme, et c'est très noble hein, d'être optimiste, mais un optimisme qui tend vers une certaine naïveté politique. Cette naïveté politique, c'est quoi? C'est de croire que lorsqu'on est unis, on peut véritablement tout faire. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le constat du rapport de force, le constat de qui sont les adversaires, quelles sont les forces de nos adversaires et quelles sont nos faiblesses, et qu'est-ce qui peut être fait de manière réaliste. J'évoquais les initiatives de musulmans qui ont eu un certain succès, je pense par exemple au CCIF. Là, on a des musulmans avec un projet commun qui ont fait quand même consensus dans une large part de la communauté musulmane, avec des moyens de communication, avec des moyens financiers, avec des moyens juridiques assez conséquents. Et on a vu à quel point il a été facile pour l'État français de cibler cette association et de la dissoudre, ou en tout cas de la faire dissoudre. À force d'insister sur le fait qu'on est désunis, je pense qu'on loupe une dynamique très importante qui est la difficulté en fait de s'unir sous ce régime présidentiel extrêmement centralisé, extrêmement autoritaire qui parvient à coup de décrets administratifs à liquider des écoles, des associations, des maisons d'édition, des mosquées. Et donc oui, s'unir c'est très bien, mais ça exige aussi d'être réaliste et de comprendre que en fait l'union c'est d'abord l'aboutissement de rapports de force avec l'émergence d'un courant qui réussit à s'imposer face à d'autres, premièrement, et deuxièmement, la prise en compte du rapport de force et du fait que même en étant unis, on n'est pas garanti d'avoir des gains politiques, matériels, concrets. Donc voilà pourquoi j'ai quelques soucis avec ce concept de il faut être uni. Pour résumer, je pense que l'union ce n'est pas uniquement mettre ensemble des gens, c'est avant tout un processus qui peut être quelque peu conflictuel dans lequel, en fait, il faut faire émerger un courant sur d'autres courants. Il faut également un constat partagé et une direction partagée. Et en plus de ça, tenir en compte que certes, il faut être optimiste, mais qu'il faut également tenir compte du rapport de force et tenir compte de la possibilité qu'il n'y ait pas de solution concrète matérielle. Et c'est de ça dont j'ai envie de parler dans les prochaines vidéos, dans les prochaines newsletters. Abonnez-vous à la newsletter si vous voulez avoir du contenu un peu plus approfondi sur le sujet. Mais c'est donc le sujet du constat. Est-ce que la France est islamophobe? Qu'est-ce que ça veut dire si on dit que la France est islamophobe? Est-ce que c'est dans son ADN historique ou est-ce que c'est une conjoncture aujourd'hui? Certains disent que la France elle est islamophobe parce qu'elle est sioniste. Quelle est la part de vérité dans cette affirmation? Quelles sont les forces et les faiblesses de l'État, de l'Occident, de la France, du système politique et médiatique? Quelles sont les forces et les faiblesses de la communauté musulmane? Qu'est-ce que ça veut dire s'engager? Qu'est-ce que ça veut dire s'unir? Qu'est-ce que ça veut dire se mobiliser? Et enfin, et peut-être surtout, quels sont les projets idéologiques? Quelles sont les utopies différentes qui sont opposées les unes aux autres? Et y a-t-il des projets idéologiques qui sont plus valables que d'autres? Sur base de quels critères? C'est de ça dont on va beaucoup parler dans Ouais, il faut jamais sous-estimer les gens. Bon, je sais que beaucoup de gens, enfin beaucoup de personnes qui m'écoutent ne le font pas, mais je parle quand même de manière, générale, parce qu'on peut toujours tomber dans des travers malsains, juste parce qu'ils sont d'une autre religion, d'une autre ethnie, d'un autre genre et tout, d'où l'intérêt de toujours être, au-dessus, en fait, de ces biais primitifs, voilà, qui nous envoient vers, l'absurdité, l'idiotie, l'imbécilité, humaine, en fait. C'est que, j'ai remarqué ça chez beaucoup de militants apostats, c'est que justement moi je m'inclus pas dedans fort heureusement,
Mais eux, en tout cas, n'écoutent les musulmans que pour les critiquer. Comprenez? C'est-à-dire qu'ils n'écoutent les musulmans que dans le but de, les attaquer. Moi, par exemple, j'écoute cet homme et qui m'a l'air très intelligent, pour, m'éduquer, pour m'éveiller, pour m'améliorer. Il faut pas avoir, quelqu'un que juste parce qu'il en tout cas, a priori, ne partage pas la même idéologie que moi, comme un ennemi. Et ça, je l'ai remarqué depuis que le mouvement Apostat, s'est politisé. Enfin, heureusement, malheureusement, je pense que le mouvement Apostat, après, beaucoup de réflexions, mûres réflexions, était voué à se politiser si vous voulez persévérer. Enfin, si vous voulez, comment dire? Avancer dans la marche, logique de n'importe quel mouvement militant, il allait forcément se politiser à un moment donné ou pas. Après ce que faut après il y a le fait de bien se politiser et mal se politiser, là c'est autre chose. Mais en tout cas, le problème c'est que beaucoup donc voilà, sont dans cette, binarité, cette polarisation de la pensée, de mon ennemi dit ça, donc je dois penser l'inverse. Voilà. Donc l'opposition par principe. Voilà, contradiction de facto, ce que je trouve très, très, très stupide. Mais bon, alors que moi je suis pas du tout dans cette démarche et j'encourage personne à l'être d'ailleurs. Plutôt l'inverse, toujours savoir se remettre en question, être assez humble pour admettre ses erreurs et toujours, se dire que la personne, que l'on considère comme un adversaire ou qu'on considère en tout cas comme étant un opposant, a 10 longueurs d'avance sur nous pour toujours être, motivé à être aussi, performant que lui ou elle, OK? Bon, comment dire? Les fameuses phases en fait que je voulais vous évoquer, c'était ceux-là. Je vais vous les énumérer, après un jour j'en ferai tout un diaporama et tout pour que ça soit plus clair d'un point de vue visuel. Attendez, je suis en train de chercher. Voilà, c'est bon. Donc la première phase, c'est ce que je vous ai dit, c'est par rapport à la notion de cohésion interne. C'est que les individus, suite à un socle commun, par exemple celui d'avoir apostasié, vont, s'unir, autour, voilà, de quelques 2 ou 3 revendications, en commun, qui vont vraiment, pour le coup, réunir, ces derniers. Par exemple, le fait de ne pas vouloir subir la peine de l'apostat, ce que je peux comprendre. Le fait de pouvoir s'exprimer sur son absence de foi, librement, sans risquer d'être emprisonné ou de perdre des droits civiques ou voire d'être tué. Et d'autres points, qu'on pourra rajouter à la liste, comme le blasphème et cetera. Maintenant la cohésion fondatrice, elle dure pas longtemps. Parce que rapidement, comme je vous ai dit, il y a ce qu'on appelle le processus de différenciation interne. Donc c'est quoi? C'est qu'au fur et à mesure des débats entre les personnes qui sont impliquées dans le mouvement, il va y avoir, en général, c'est comment dire? La scission, elle se fait entre les modérés et les radicaux. Voilà. Par exemple, les modérés vont te dire: «Non, mais nous, on veut pas tant que ça, on veut ci, mais pas au prix de cela». En gros, c'est des gens qui, dans leur manière de revendiquer ou même dans leurs revendications en elles-mêmes, ne sont pas exigeants, cherchent pas à aller loin, on va dire. Et les radicaux, c'est l'inverse, que ce soit dans la revendication en tant que telle, dans son essence, dans sa substance ou dans la manière d'y arriver, sont prêts à tout. Voilà, après bien sûr là, je caricature et il y a un monde entre les 2, entre le modéré et le radical. Mais là, ce que j'essaie d'aller au plus vite. Bon, ensuite du coup, ça va créer plusieurs, groupes, plusieurs factions, plusieurs sectes, plusieurs, bulles on va dire, de militantes. Chez les apostats, on a connu ça aussi. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la phase de politisation et de filtrage. Ça, je vous en ai déjà parlé du coup tout à l'heure avec, le monsieur qui évoquait le cas.
du groupe dominant qui va avaler ou phagocyter les groupes, minoritaires. En tout cas, qui va tenter de le faire et ces groupes qui ne voudront pas se dissoudre dans le tout, dominant se verront être, rejetés et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé dans l'islam. Il y a eu une orthodoxie à un moment donné qui a cherché à avaler tout ce qu'elle pouvait, à intégrer ce qu'elle pouvait et à rejeter, tout ce qui ne lui ressemblait pas, ce qui n'allait pas dans son sens et à l'écarter, voire à l'éliminer tout simplement. OK et c'est à ce moment-là qu'il y a, dans la phase de politisation, il y a justement les conflits. Les conflits, mais pas entre groupes seulement, hein. Les conflits entre leaders de groupe. Parce que forcément, il va y avoir une phase où il y a des leaders qui vont se démarquer et ça se remarque toujours. D'ailleurs, un mouvement qui a dans comment dire? Qui n'a pas de leader notable a tendance à mourir. Là, je vous parle vraiment d'un point de vue politique, d'un point de vue intellectuel, on n'a pas besoin de leader, OK? Chacun peut avoir sa propre pensée et la développer dans son coin et cetera. Mais je vous parle d'un mouvement politique qui a pour but de quitter les les petits locaux militants ou les petits salons Discord, ou TikTok, OK? Donc là, il va forcément il y aura des figures, à mettre en avant et ces figures-là, bon, il y en a qui peuvent s'entendre entre elles, mais il y en a qui vont pas s'entendre entre elles et qui vont se mettre à enfin se s'intersaboter les uns les autres, OK? Et même en termes de stratégie de communication, ça va être totalement différent. Il va y avoir de l'attaque, contre, les uns les autres, ou il va y avoir des stratégies de communication tellement clivantes, pour certains, très consensuelles pour d'autres, que en vérité c'est le mouvement qui va en pâtir. Voilà, de tout ça. Bon et du coup, ça va forcément amener à la fragmentation, à l'éclatement, logique. Il va y avoir une scission par exemple, je vous donne un exemple très simple, parce que vous allez me dire: «Régulus, tu trop flou». Il y a pas de souci. Par exemple, il y a les ex-musulmans athées radicaux. C'est genre les full athées qui peuvent t'insulter, du Jésus, du Moïse et du Mohammed, en une seule phrase et ils s'en foutent. Ils font pas la différence et voilà. Full blasphème, dans la provoque ultime, esprit Charlie, dopé et boosté, voilà. Franchement au Red Bull, et au à l'isotope 80, franchement, là, pour le coup, c'est hardcore pour les gens qui y croient, hein, je peux comprendre et il y a les apostats qui sont plus, on va dire, religion friendly, ouais, donc oui, on critique la religion, mais c'est pas pour autant qu'on aime le blasphème à ce point. C'est-à-dire que si le blasphème, on va dire, n'est pas un but en soi. S'il arrive, il arrive, et c'est tout. C'est-à-dire que, par exemple, moi, à un moment donné, je suis désolé, je lis un texte idiot mais stupide qui te parle d'anges et de djinns. Je me souviens un jour, j'ai balancé, mais qu'est-ce qu'ils peuvent être cons ces fils de pute d'anges! Et c'est du blasphème, évidemment que c'est du blasphème. Mais en même temps, je suis désolé, c'est-à-dire que c'est le but n'est pas de blasphémer, mais tu ne peux pas en même temps te forcer à fermer ta gueule juste pour pas choquer. À un moment donné, il faut que ça sorte. Et le croyant doit comprendre ça, en fait. C'est que un ange pour moi, c'est l'équivalent d'un personnage imaginaire. Donc c'est comme si, on s'offusquait, quand quelqu'un, voilà, donc insulterait un Batman, un Spider-Man, ou le Père Noël. C'est vraiment pareil. C'est et en plus, à la rigueur, tu me dis, Dieu, qui est quand même, l'entité sur laquelle, des milliards d'individus, pensent chaque jour, me et philosophent et meurent et vivent. Tu me dis: «Bon, faut pas blasphémer Dieu». Allez, vas-y, basta, je comprends. Faut pas blasphémer les prophètes. Bon, ça reste des êtres humains qui ont existé. Donc quelque part, quand on insulte un prophète, on insulte un être humain. Vous pouvez me dire: «Oui, voilà, et que le c'est pas bien d'insulter les gens». Bon, OK. Mais les anges, les frères, les anges, les djinns, foutez de ma gueule. J'ai pas commencé à croire en des créatures imaginaires, les frères. S'il vous plaît, respectez-moi un peu. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que même si j'y crois un jour, allez, c'est bien qu'il y croit.
Il y a quelqu'un qui vient et qui se moque. Vous pensez vraiment que je vais m'énerver contre lui? J'ai déjà été à sa place. En fait, le problème, ce qui manque chez beaucoup de gens, qu'ils soient croyants ou non croyants, c'est l'empathie. Je pense que l'empathie, moi, comme telle que je la définis, c'est la capacité à se mettre à la place, d'autrui. C'est-à-dire comme, moi j'étais à la place, d'un musulman, je peux savoir ce que ressent un musulman quand, on dit ça et ça et ça. C'est pour ça justement que le blasphème pour moi, doit pas être employé. Voilà, le but c'est pas de bombarder la personne en face de propos blasphématoires pour l'énerver, le choquer, le faire sortir de ses gants et dire: «Ah c'est super, regardez comment il est pas bien». Voilà, ça c'est puéril, c'est gamin, c'est pas du tout c'est immature, c'est pas du tout ce qu'on recherche. Désolé, je suis pas en train de voir ce que vous écrivez, on sait jamais s'il y a des gens qui m'écrivent. Je suis pas du tout en train de voir. Attendez 2 secondes. Hein, 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 hein. Alors oh là là, ça va, il y a des gens qui écrivent, c'est cool. Je pensais que cette heure-ci, il y avait personne. Hein, hein. Tac, tac, tac. Oui. Le point de discours des apostats et la politique, c'est la récupération politique. Franchement, j'y arrive, j'y arrive. J'allais en parler tout à l'heure de ça. Et ben, c'est la haine. Je pense que tu sais un truc, moi je te le dis, il y a aucun être humain sur terre qui va apostasier de la haine. Aucun. Aucun apostasiera de la haine. Peut-être à part Jésus et encore. Non, allez, vas-y, on je donne du crédit à Jésus. À part Jésus, aucun être humain sur terre n'a apostasié de la haine. Franchement, c'est impossible d'apostasier de la haine, c'est impossible. L'être humain est trop haineux. On est des semards, des semards. On a facilement le seum. Voilà, tac, tac, tac. Merci beaucoup, Abou Tic Tac. Il faut un noyau solide ou prémisse, comme beaucoup de révolutions. Ouais, c'est ça, faut un noyau solide. Faut un noyau solide. C'est ce qu'on n'avait pas à la base, je pense. Ce qu'on n'avait pas à la base. Juste pour revenir du coup sur, les phases. Du coup, voilà, bah, je vous ai pris l'exemple d'athées radicaux, de et de musu et de excusez-moi, d'apostats qui faisaient beaucoup de dialogues interreligieux, voilà. Ensuite, il y a les associations. Par exemple, il y a, le conseil des ex-musulmans, des ex-musulmans donc, des États-Unis, voilà. Attendez, je vais vous montrer ce que c'est, puisqu'ils ont quand même un site internet, j'espère. Oui, oui, ils l'ont, ne vous inquiétez pas. Conseil central des ex-musulmans, voilà, le Conseil central des ex-musulmans est une association. Oui, bon, il y a l'association allemande, mais il y a pas que ça, il y en a d'autres. 2 secondes, je suis en train de le chercher. En fait, il y a une liste qui regroupe toutes les assos, donc apostates qui existent dans le monde, je pense. Oui, je la retrouve. Hein, hein, international, non pas ça. C'est pas possible, elle est où cette liste? Je l'avais en plus. Bizarre. Hem, En tout cas, ouais, je vais la retrouver, c'est pas possible. C'est pas possible, elle est pas tout. Voilà, Fate Freedom, système, truc, voilà. Bon, écoutez, c'est très bizarre que j'arrive pas à la retrouver. Critique de l'islam, non, pas ça. Mais attendez. Cancel, je vais juste taper ça en anglais. Cancel, Muslim. Voilà.